Merci. Bonjour, je suis Philippe Budorf, je suis médecin militaire à Toulouse, en réanimation. Il m'a demandé de Pilou, pour pas le balancer, il m'a demandé de vous traiter l'anesthésie du patient trachéotomisé. J'ai d'emblée exclu de vous parler de l'anesthésie pour trachéotomie qui pourrait faire l'objet d'un autre chapitre complet, hein. Voilà. Il y a un précédent orateur qui parlait du Moyen-Âge en 2008, donc moi j'ai commencé l'anesthésie à la préhistoire en 98. Donc, est-ce que c'est un problème d'anesthésie, l'anesthésie du patient trachéotomisé? Vous allez vite comprendre que je ne le pense pas, parce qu'il n'y a pas de laryngoscopie. On peut faire l'induction à la vitesse où on veut. De toute façon, il n'y a pas de douleur pour maîtriser les voies aériennes par laryngoscopie. On peut induire avec des gaz, si on prend un gaz non irritant. Et comme vous êtes jeune, vous n'allez sûrement pas utiliser du DES qui est mauvais pour la planète. Vous allez prendre du CEVO, ça va bien marcher. Il n'y a pas d'extubation, donc la gestion des curares est quand même assez facile. Et les voies aériennes en salle de réveil vont être protégées par le ballonnet. Et donc, vous pouvez réveiller votre malade avec un TOF ratio un peu limite, c'est pas très grave, puisqu'il y a un abord direct de la trachée et qu'il n'y aura pas de faiblesse des muscles pharyngés ou de fausse route ou de risque de pneumopathie, comme on parlait précédemment. Total, c'est facile. Sauf que ça peut très très mal se passer. Donc il faut anticiper tout ce qu'on peut et être sûr de maîtriser votre airway. C'est vraiment le nœud du problème de l'anesthésie pour patients trachéotomisés. Alors après, c'est quelque chose que vous allez rencontrer plus que rarement. J'ai essayé de regarder un petit peu, essayer de trouver une stat. Il n'y en a pas. Donc j'ai demandé aux collègues, ils m'ont dit, bon, une fois sur 1000, un patient trachéotomisé, on en dort à peu près, un truc comme ça. C'est très très rare. Donc, d'entrée, il va falloir anticiper. Et anticiper, je l'ai séparé en deux parties, côté patient et côté canule. Côté patient, là, vous avez sur la figure de droite un patient trachéotomisé et à gauche, trachéostomisé. C'est-à-dire qu'un des premiers réflexes, si vous êtes en détresse, ça va être d'aller réintuber votre patient plutôt que de perdre du temps, à ne pas arriver à fourrailler dans la trachée, etc. Le côté sauvetage, ce sera de le réintuber. Évidemment, à droite, vous ne pourrez pas, il n'y a pas de larynx. Mais, coup de chance, un trachéostomisé, il a un passage de trachéostomie qui est fait, qui est solide, qui est facile à recanuler, c'est aucun problème. J'en parle comme ça parce qu'en fait, il faut aussi, même s'il est trachéotomisé, votre patient, quand il arrive au bloc, savoir s'il est intubable ou pas en cas de problème. Alors ensuite, toujours côté patient, si la trachéotomie est ancienne, les tissus au niveau cutané, transthyroïdien, si c'est une percutanée, etc., vont être détendus, le trajet va être organisé, vous aurez moins de difficultés à recanuler en cas de souci. Si elle est récente, la percutanée, c'est un grand danger, parce que la recanulation d'une percutanée récente, elle est très malaisée ou très risquée, surtout la première semaine. Nous, on déconseille de recanuler quelqu'un avant 10 jours pour être à peu près tranquille. Si elle est chirurgicale, ça va être un peu plus facile, parce que l'abord n'est pas fait en force, comme les trachéotomies percutanées, où on insère pour faire l'hémostase avec une bougie, avec ce que vous voulez, en force, une canule. Elle est faite chirurgicalement, et il y a des fils de rappel qui vont vous permettre de redécoller les volets trachéaux. Donc, il y a deux types d'incisions, je n'ai pas trouvé de schéma, mais il faut me croire sur mesure, sur parole. Il y a des incisions en H de la trachée, ce qui fait des volets comme les volets d'une fenêtre. Vous avez les fils de rappel sur les côtés, vous tirez sur les fils, ça va vous ouvrir l'airway, le trou. Et en U, où le fil est en bas, et vous tirez, ça fait un flap vers le bas. Ça, c'était côté patient. Côté matériel, il va falloir vous intéresser à la canule présente chez votre malade. Alors, une canule armée à ballonnet, c'est la sécurité. Ça vient de réanimation en général. C'est assez rare que vous ayez ça à domicile. Quand il vient de réanimation, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller le voir avant de l'endormir en réanimation sur place et de contrôler que la ventilation se fait sans fuite, que le ballonnet n'est pas surgonflé, sous-gonflé, percé, etc.
en vérifiant l'étanchéité. Bon, s'il n'était pas en réanimation et qu'il avait une canule armée et qu'il était en USIP, par exemple, je vous conseille de le mettre sur le respi en VSZ, en plus de tester au manomètre, parce que vous pouvez avoir un ballonnet qui est correctement gonflé, mais qui n'est pas assez gros. Et comme il respirait en ventilation négative en USIP, et que vous allez le mettre sous anesthésie et le faire respirer en ventilation positive, si vous avez une fuite, vous allez avoir un petit souci. Donc, vous le mettez en VSZ et vous contrôlez l'absence de fuite. Je dirais plus à l'oreille, en mettant l'oreille sur la bouche du malade, qu'en regardant le respi, puisque je vous rappelle que les tolérances métrologiques des capteurs de débit sont de 10%. Donc, si vous avez un VT I à 500 avec 10%, ça peut faire 450 ou 550. Et si vous avez l'erreur inverse sur le E, vous pouvez avoir 100 de delta sans avoir de fuite. Et ensuite, vous allez non armé à ballonnet. Ça, on va aller un peu du plus simple au plus compliqué. Les non armés à ballonnet, bon, le seul truc, on refait les mêmes tests que pour les armés à ballonnet, pour les fuites, bien sûr. Et le risque des non armés, c'est que ce sont des canules qui sont rigides. Donc, elles sont soumises à malposition, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elles forment une sorte d'angle droit, une partie descendante qui va traverser les tissus sous-cutanés jusqu'à la trachée, puis une partie à angle droit qui va aller en direction de la carène. Si votre canule bascule vers l'avant, il faut imaginer que son orifice va basculer contre la paroi postérieure de la trachée et va vous générer un diamètre inconnu, en tout cas plus petit que le diamètre voulu, qui va vous générer des résistances, des pressions résistives. Donc vous allez pouvoir alarmer en crête, en pression de crête, et ne plus ventiler votre malade. Alors après, vous allez pouvoir voir arriver ça au bloc opératoire. C'est une valve de phonation. Donc ça, c'est le danger. C'est interdit de présence au bloc opératoire. Interdit. Même dans un pot, même dans un sac, dans une poche, interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert aux patients à parler. Je l'ai mis à droite là sur la diapo, un peu grossi. Vous avez un clapet anti-retour qui permet au patient d'inspirer et qui lui interdit de souffler par la canule. Ce qui va lui permettre de souffler vers ses cordes vocales et de générer du son. C'est bien quand on fait de la réhabilitation, etc. C'est très mauvais quand on fait de l'anesthésie, parce qu'il faut être sûr que le ballonnet soit dégonflé. Comme vous allez l'endormir, vous allez gonfler le ballonnet pour pouvoir faire l'opération, et puis en salle de réveil, si vous tournez le dos, s'il y a présence de ce dispositif, il peut arriver que quelqu'un remette l'oxygène dessus sans redégonfler le ballonnet. Je l'ai vécu indirectement chez nous, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que c'est pneumothorax bilatéral au bout de 4-5 inspirations. Voilà, donc interdit. Nous, chez nous, ça ne sort plus du zip réa. C'est interdit. Même pour aller au scan, interdit. Ça ne sort pas de la chambre. Un petit piège qui en est pas vraiment un, mais bon, maintenant, c'était pour vous un peu vous screener tout ce que vous pouvez rencontrer. Là, c'est canule à percutanée à aspiration sous-glottique. Donc, vous voyez qu'il y en a un il y a un des fils qui a un ballonnet à droite et à gauche, c'est l'aspiration. Vous allez vite vous apercevoir que si vous essayez de gonfler à gauche, il ne se passe pas grand-chose. C'était juste pour mémoire. Alors ça, c'est un autre type de piège. C'est des canules que vous pouvez peut-être trouver chez des patients un peu chroniques, un peu patients thoraciques éventuellement, ou ont des problèmes de lésion de la paroi postérieure de la trachée. Ce sont des canules Bivona en silicone extrêmement souples, à ballonnet mousse, qui s'auto-expandent en fait. On ne les gonfle pas, on les dégonfle pour pouvoir les mettre et les enlever. Elles se gonflent toutes seules. Donc, il faut juste le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas y arriver. En fait, là, au fur et à mesure qu'on avance, dès qu'on a un truc inconnu, il faut le caser dans quelque chose qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Hein, parce que sinon, après, avoir 2-3 soucis. Après, si vous avez un patient qui arrive de domicile, il peut arriver avec ça. Ça, c'est une canule à ballonnet, je ne vous ai pas montré parce que ce n'était pas l'intérêt de la photo, rigide,
qui peut accueillir une chemise interne. Donc, si vous essayez de brancher votre respirateur sur cette canule-là, vous n'allez pas y arriver. En fait, si vous l'avez endormi sans vérifier, alors vous avez dit de vérifier, ben vous n'arriverez pas à le ventiler. Il faut mettre une chemise à l'intérieur pour pouvoir faire le raccord. Pourquoi ils ont des chemises? En fait, pour à domicile, pouvoir changer de chemise. Ils ont 2 chemises et elles sont lavées un jour sur 2 et mises en place un jour sur 2 pour éviter les bouchons quand on garde les canules longtemps à domicile. Ça permet de garder une lumière interne qui va rester ouverte. À côté, la dite chemise seule. Donc, il faut savoir que le petit raccord en haut, au-dessus du translucide, il tourne. On peut le clipser alors que la courbure reste bien en place. Ça ne tombe pas tout. Il y a un système rotatif. Alors là, c'est le piège ultime. Donc là, ça aussi, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais c'est arrivé dans le blog déjà. Donc là, vous avez une canule fenêtrée au-dessus du ballonnet, n'est-ce pas? C'est les petits trous que vous voyez au-dessus du ballonnet, à droite, là, avec 2 types de chemises. Vous avez une chemise fenêtrée et une chemise non fenêtrée. Si vous mettez la chemise fenêtrée et que vous gonflez le ballonnet, habituellement, c'est fait pour parler. D'accord? Avec une valve de phonation ou en appuyant sur le trou quand on veut parler. Quand vous allez ventiler votre malade, vous allez ventiler là où il y a le moins de résistance, c'est-à-dire la bouche. Pour l'oxygénation n'est pas top. Et si vous en apercevez après avoir fait l'induction et que vous n'avez pas l'autre chemise, eh ben, c'est pas cool. Ça va être chaud pour vous. Donc vous voyez une canule à ballonnet avec chemise, vous sortez la chemise, vous vérifiez en VS7 que vous ventilez bien le malade et qu'il n'y a pas de fuite avant de faire l'induction. Sinon, bon, ça va, on peut s'en sortir, ou pas. Donc, au total, j'étais rapide. En pré-anesthésie, je vais un peu collationner toutes les questions qu'il faut que je me pose, en fait, pour être prêt en cas de problème. Il y en a un certain nombre, je dirais. Est-ce qu'il est intubable ou pas? Est-ce qu'il a encore un larynx? Est-ce qu'il a une canule parce qu'il a une hemilaryngectomie et puis qu'il est difficile à intuber? Est-ce que... Voilà, le patient qui a une canule, il a quand même plus de chances que les autres d'être difficile à intuber. Est-ce que j'aurai accès à la tête en cas de problème pendant la chirurgie? Ce qui va influencer votre degré de prudence pré-anesthésie, du moins j'espère. Quel curare je vais pouvoir utiliser si j'ai un problème? Est-ce que je vais utiliser... Alors, ce matin, ils m'ont déstabilisé. Moi, j'aime bien la cellopurine. Donc, moi, je vérifie quand même la d'élimination rénale et tout ça, parce que j'aime bien la cellopurine, parce qu'en fait, quand on la fait, on voit quand est-ce qu'on peut accéder au malade. Parce qu'une fois qu'il a fasciculé, c'est bon, il est mou. Tandis que les snéron, on ne voit rien. Quoi. Et comme on a peur et qu'on est pressé, des fois, on y va trop tôt. Bon. Le type de canule, est-ce que j'ai la bonne chemise? Mon ballonnet est vérifié. Pas de valve de phonation, même dans un bocal, elle repart en réa. Valve de phonation, ou elle part à la poubelle ou vous boulez, ça ne coûte pas grand-chose. En tout cas, avec les changements d'équipe, je reviens dessus, hein, mais c'est le truc, c'est le piège à coup sûr. Changement d'équipe, 14 heures, tac. Oui, je connais, machin, je te fais les trans, deuxième IAD, mets la canule. Voilà, l'affaire est claire. Et après, il faut se poser la question de changement de canule. Franchement, si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, si vous ne savez pas si c'est fenêtré, si vous n'êtes pas sûr du ballonnet, il vaut peut-être mieux la changer avant l'anesthésie que se retrouver sous les champs avec un malade qui ne ventile plus. Voilà. Surtout que la plupart du temps, les gens qui ont des canules depuis plus de 6 mois à la maison, ils les changent eux-mêmes. Ça ne pose pas un problème énorme, je pense.
Pour mettre quoi? Moi, j'aime bien celle-là. Voilà. C'est une canule armée, basique, voilà, toute neuve, qui a l'avantage de son angle va se corriger, elle est souple, contrairement à la canule en plastique rigide. Et si on ne sait pas, en cours d'anesthésie, je crois que je vous l'ai mis après, mais on la pousse à fond et on réfléchit après. Alors après, il y a la tout-terrain, parce que vous avez des gens qui sont obèses, donc il y a des longues externes, c'est-à-dire qu'il y a des portions longues avant l'angle droit pour les gens qui sont avec des coups, des trachées très profondes, très obèses et tout ça. Et vous avez l'inverse en longue interne, c'était sur la diapo précédente, au cas où vous deviez passer au-delà d'une plaie de la trachée. Vous voyez, s'il y a une petite plaie sur une carlince la veille et qu'il faut le reprendre, et il y a une canule, si vous devez passer au-delà, vous avez des longues internes. Et celle-là, elle fait les deux, en fait. Et au pire, il y a les laryngoflex qui servent à la chirurgie laryngée, qui vont très bien aussi. Ils sont encore plus longues. Donc, vous pouvez vraiment vous mettre où vous voulez. Éventuellement, n'hésitez pas à vous aider du fibroscope pour vous positionner. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup usage, nous oui. Juste pour le goût, je vous dis que ça existe, hein, c'est les canules de trachéotomie à, à ventilation à poumon séparé, là, les droites et les gauches. Donc, en général, dans 98% des cas, on va utiliser une gauche, parce que la droite, on a des problèmes avec la lobaire supérieure, enfin, c'est plus inconfortable. Elles n'ont pas d'ergot, elles n'ont jamais d'ergot. Et là, il vous faudra le fibro-pédiatrique éventuellement pour vérifier votre position. Ça, c'était juste pour mémoire, ça existe. Si vous devez mettre ça en place sur une percutanée, je crois qu'il ne faut pas le faire. Je crois qu'il faut refaire l'abord avec le chirurgien et le faire avec le chirurgien sous intubation, ou réintuber le malade et se remettre bien comme il faut, bien à l'aise, airway maîtrisé. Parce que là, c'est un peu... c'est courageux, je crois, de faire voilà. Pour changer une canule, du plus simple, du moins cher, approuvé par notre ministre Le Maire. La sonde d'aspiration rouge coupée siliconée pour faire guide. Ah ouais, si on veut que la médecine reste gratuite pour tout le monde, il faut essayer de faire un peu d'économie quand même. Moi, je suis pour la médecine gratuite pour tout le monde. Hein. Voilà, vous mettez votre... je ne vous ai pas expliqué, mais vous descendez votre guide dans l'ancienne canule, et puis vous sortez la canule, vous remettez la nouvelle. Enfin, pas de problème particulier. Alors, il faut y avoir un petit skill à avoir, faire un petit quart de tour pour passer la peau et puis retourner après. Ou si vraiment vous êtes gêné parfois sur les gros, on peut tirer un peu le larynx vers le haut pour exposer un peu plus la trachée avec une autre main. Après, les trucs plus sûrs, le mandrin long béquillé, pas très cher, ça fait mal. Ça va aller. Et si vous avez vraiment peur, le guide échangeur de Cook, 80 € quand même. Donc avec les deux raccords qui vous permettent d'oxygéner soit à droite avec un bas-vue, soit à gauche avec une jette. Anticiper avant, parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Comment ça se monte l'embout, hein? Il y a un petit cône qu'il faut mettre d'abord sur le mandrin, puis reclipser après sur l'embout bleu, là, le petit cône blanc. Voilà. Là, c'est la photo sur Internet. En opératoire, qu'est-ce qui va vous arriver? Essentiellement, moi, je dis des pressions vu que vous avez bien vérifié vos ballonnets, il va essentiellement vous arriver des difficultés d'insufflation et ça sera sur la pression de crête. Hein. Je ne vois pas la canule en cause dans une baisse de la compliance thoraco-abdominale en opératoire. Hein. Le seul truc qui va vous arriver, c'est la canule qui bec, qui se bouge parce qu'elle est vieille et que vous n'avez pas changé. Hein. Donc, si c'est une rigide, il faut aller vite vérifier qu'elle ne soit pas en train de basculer vers l'avant, la partie externe vers les pieds, donc la partie interne vers la paroi poste.
Et si le malade est actif avec un peu de trachéomalacie, la paroi poste, elle va venir tomber vers l'orifice et le boucher. On peut tester en faisant une petite aspiration, on voit tout de suite si ça passe normalement ou si ça raclouille un peu. Si vous avez la chance d'avoir des systèmes clos, moi j'aime bien les systèmes clos, il est déjà en place le système clos pour faire tuteur, donc vous mettez un peu de système clos dans la canule et vous la poussez sur le système clos qui fait guide. Voilà. Et vous la poussez quasiment à fond et vous regardez le résultat sur le récit. Vous allez voir tout de suite si vous avez réglé le problème ou pas. Hein. Si la pression de crête est passée de 50 à 35, c'est gagné, c'était ça, quoi. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller vérifier en fibroscopie. Et si vraiment ça perdure, normalement, vous n'allez pas avoir de désaturation, plutôt une hypercapnie qu'on va pouvoir tolérer, le temps de réfléchir, sauf si vous avez une HTIC en même temps, enfin, vous n'avez pas de chance à ce coup-là. Vous allez pouvoir la tolérer 5 minutes, le temps de réfléchir un peu, de faire une fibroscopie. Vous avez mis le tout à 100% des FiO2, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je vous ai